Marie Mamgeoglou, bonjour. Bonjour. Pour partir illico presto en Inde à la rencontre d'une femme, d'une militante qui avait déjà dénoncé dans un premier roman il y a une vingtaine d'années, c'est ça? Exactement. Violence, misère dans son pays. Autant dire qu'elle a des propos un peu fracassants qui ne font pas toujours plaisir sur place et dont le dernier roman devrait sortir bientôt en France. Vous avez tout dit, Laurent. Non. Voilà, c'est exactement ça. C'est Arundhati Roy. Et de quoi nous parle-t-elle et qui est-elle? Allons-y, il y a encore beaucoup de choses à dire. Arundhati Roy, c'est une romancière qui s'est fait connaître dans le monde entier il y a 20 ans avec voilà. un premier roman. Ce premier roman, c'est Le Dieu des petits riens. Énorme succès, Laurent, 6 millions d'exemplaires, traduits en 40 langues. Il a eu le prix le plus prestigieux anglo-saxon qui est le Booker Prize. Et entre-temps, effectivement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se revendique comme une militante. Elle a des positions militantes, elle parle plus de ça finalement que de ses qualités littéraires. C'est une écologiste, une féministe, une altermondialiste. Elle le revendique. Ses propos dérangent. C'est une citoyenne gênante. Elle est connue pour son franc-parler. Et effectivement, vous avez raison, elle revient avec un deuxième roman. C'est l'événement littéraire, c'est énorme. L'Inde ne parle que de ça, les journaux ne parlent que d'elle. Pourquoi? Eh bien parce que Arundhati Roy, oui, elle écrit des romans, mais pas que. Elle raconte aussi la misère et la violence qui règnent en Inde. Explication, regardez. Arundhati Roy est une écrivaine indienne qui a fait irruption sur la scène internationale de l'écriture avec son premier roman qui a été publié il y a 20 ans, Un Dieu de petits riens. Ce livre a été adoré et détesté en mesure égale. Dans certaines parties, le livre est surécrit. Il n'est pas assez dépouillé, mais il y a des côtés extraordinairement forts et très émouvants. Mais après avoir publié ce livre, Arundhati Roy est entrée dans une phase dans sa vie où elle devient activiste. Et elle est connue pour ses écrits non littéraires, c'est-à-dire de la non-fiction, des essais extraordinairement polémique. Et après 20 ans, elle revient à la fiction qu'elle dit est sa premier amour. Le livre en anglais, c'est The Ministry of Utmost Happiness, qui pourrait se traduire comme le ministère du bonheur extrême. Et effectivement, quelque part dans ce cimetière où tous ces gens se rencontrent et il y a toutes sortes de conversations et beaucoup de choses qui se passent, on pourrait dire que quelque part il y a un espoir qui se naît. L'Inde, c'est un pays de ces grands paradoxes où vous trouvez la pauvreté et la misère la plus abjecte, mais qui se côtoient les idées intellectuelles les plus extraordinaires. Et Arundhati Roy fait partie de cette minorité qui résiste et qui dénonce toutes les dérives autoritaires de la démocratie indienne. C'est une des grandes héroïnes de cette lutte pour la justice sociale. Il nous faut les gens comme Arundhati Roy. Il nous faut beaucoup plus d'Arundhati Roy. Oui, Marie, comme vous, c'est une femme libre. Mais c'est sans doute l'une des femmes les plus libres qui soit, effectivement. Rien ne l'intimide, rien ne la fait peur. Elle a reçu, vous imaginez bien, des menaces de mort, mais rien ne l'arrête son combat. C'est une femme exceptionnelle, on peut le dire. Et elle défend vraiment le caractère fictionnel de son livre, bien sûr. Mais elle Comme dit acte aussi, politique. Mais elle dit, voilà, c'est une arme politique. Parce que dans un roman, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire, justement, dans des reportages journalistiques. Donc, livre, apparaître en France quand? Eh bien, normalement, début 2018. Donc, le livre en français, c'est Le ministère du bonheur extrême. Donc, en 2018, rentrée 2018, chez Gallimard. Merci beaucoup, Marie. Allez.
Jean-Sébastien Fernandez, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on va partir aux États-Unis parce qu'on a quand même les deux héros de l'US Open qui s'en sortent bien pour l'instant. Écoutez, il y a une belle nuit en tout cas en ce moment à l'US Open. Ça vient de se terminer. 4 quarts de finale, 2 chez les hommes, 2 chez les femmes. Et je vous le dis, Laurent, une énorme surprise. Il y a 1 heure à peine, l'élimination de Roger Federer. Je vous l'apprends. Ben oui. Eh ben voilà, il est éliminé, on va voir ça en image. Éliminé par qui? Eh bien par cet homme, Juan Martín del Potro, qui savoure évidemment cet instant sur le central de l'US Open. C'était il y a 1 heure à peine, je vous l'ai dit. Victoire en 4-7 avec des points d'anthologie comme celui-ci, regardez. Hop, voilà. Federer qui ne peut rien faire. Del Potro vainqueur à New York déjà en 2009, souvenez-vous. Attention. Et donc Federer vainqueur cette année en Australie. À Wimbledon ne gagnera pas un 3e Grand Chelem cette saison. Le score de sa défaite, 7-5, 3-6, 7-6, 6-4. Bravo à Del Potro. Autre qualifié chez les hommes, là la logique est respectée, Rafael Nadal. Heureux lui aussi, l'Espagnol qui a donné lui une véritable leçon de tennis à Rublev. Nadal est trop puissant pour le jeune russe de 19 ans. Le score, je vous le donne, il est net, sans bavure, 6-1, 6-2, 6-2. Il n'a pris que 5 jeux, voyez le russe. On voit ensemble la balle de match qui dure longtemps, comme d'habitude, avec Rafael Nadal, le numéro 1 mondial. Jouera donc lui les demi-finales à New York. Je vous laisse apprécier la fin de ce point. Nadal qualifié. Allez, chez les femmes, belle soirée pour les Américaines avec d'abord Coco Vandeweghe, victorieuse en 2-7 de la Tchèque Pliskova. Oui, il s'appelle Coco, vous voyez, c'est comme ça. Cette victoire lui permet de rejoindre elle, les demi-finales d'un Grand Chelem pour la 2e fois de sa carrière. Et puis, elle retrouvera en demi-finale sa compatriote Madison Keys. L'Américaine était opposée à Kaia Kanepi, l'Estonienne. Là aussi, 2-7 ont suffi, victoire 6-3, 6-3. Et si on ajoute, Laurent, Venus Williams, déjà qualifiée la veille, il y aura donc 3 Américaines en demi-finale. C'est un record. Et puis sachez que quoi qu'il arrive, eh bien, c'est l'Espagnol Garbiñe Muguruza qui sera lundi la nouvelle numéro 1 mondiale chez les femmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe de France de basket? En tout cas, l'équipe de France, elle est loin, on va dire même très loin de son meilleur niveau en ce moment. L'équipe de France qui a été battue pour la 2e fois dans l'Euro de basket, elle est quand même tenante du titre, 2 fois en 5 matchs, c'est pas terrible. Bon, il y a une petite bonne nouvelle quand même ce matin, elle est tout de même qualifiée pour les 8e de finale. On va voir ce qui s'est passé en images. Elle a perdu cette fois contre la Slovénie. Voilà. Vous voyez, ils sont énervés, les Français. Véritable correction. 95-78, 17 points d'écart quand même. Il faut dire que les Bleus n'ont pas été à la hauteur des Slovènes, particulièrement eux. À droit, à 3 points, vous voyez. Les Bleus qui ont aussi multiplié les fautes inutiles dans la surface, donc voilà, les lancers francs pour les adversaires. Du coup, la Slovénie s'est envolée. Bilan de la France dans ce premier tour, une 3e place seulement et un 8e de finale compliqué, ce sera contre les Allemands ce week-end. Allez, la Vuelta à présent, 17e étape du Tour d'Espagne, une étape de montagne avec une arrivée à Los Machucos. Je ne sais pas si vous savez où c'est, Los Machucos, pas du tout, moi non plus. Victoire furtive de cet homme, l'Australien Stéphane Denifle de l'équipe Aquablue. Il s'est imposé malgré le retour de Contador sur le final. Au classement général, pas de surprise. Christopher Froome de la Sky conserve le maillot rouge de leader. Il a concédé quand même hier 41 secondes à son dauphin Nibali, pointé désormais à 1 minute et 16 secondes. Et puis cette image, pour terminer, vous le reconnaissez ? Mbappé, voilà, qui est accueilli par les supporters. Plus dire le monégasque. Voilà, il est plus monégasque, il est désormais parisien. La preuve, ça se voit. Officialisation hier de son contrat devant le Parc des Princes. Le nouvel attaquant parisien transféré, vous en souvenez, de Monaco vers Paris pour 180 millions d'euros. Il portera le numéro 29 et il a simplement déclaré, Mbappé, qu'il était affamé de titres. On peut parier qu'il va en décrocher quelques-uns, non, avec Paris cette année. La Ligue des Champions, ce serait bien. Tout beurre qu'on lui souhaite. Je sais qu'il est passé aussi par Bondy sur ses terres hier. Région parisienne. Doublette ou triplette? Écoutez, vous jouez à la pétanque, vous? Attention, c'est quelque chose de très très sérieux, la pétanque. La preuve, il y a même des masters en ce moment, ça se passe à Istres et voilà. On plaisante pas, regardez. L'élément essentiel, c'est le maître, on mesure tout. Alors, il y avait les meilleurs spécialistes et qu'est-ce qu'ils viennent voir, les fans? Ils viennent voir ça, des carreaux, en veux-tu, en voilà. C'est vrai que comme ça a l'air facile. C'est pas facile, les carreaux. Moi, j'ai connu Fazzino quand il était jeune, champion du monde. En tout cas, les matchs se poursuivent en ce moment. Donc, c'est les Masters de pétanque en ce moment du côté de Istres. Et puis, allez, cette dernière image à présent avec, dans cette télécabine, les meilleurs golfeurs italiens qui ont pris de l'altitude direction le Mont Blanc. Ils vont arriver sur la plateforme côté italien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tapé des balles. Alors, dans le vide, bien sûr, on ne sait pas vraiment où elles vont les balles, mais ça, c'est pas grave. C'est juste qu'ils faisaient la promotion de la Ryder Cup 2022 qui aura lieu à Rome, donc en Italie. Je rappelle que la Ryder Cup 2018 aura lieu en France. En France. Voilà. Il n'y a pas eu de blessés, personne pas de sous les balles. On n'a pas vérifié, mais on ira voir. voir. Pas de balles perdues. Ok, merci Jean-Seb, bonne journée. On va parler conso. Alors, on va se mettre au vert avec Isabelle Martinet. On va parler de l'herbe, mais pas celle des musiciens qu'on vient d'entendre, plutôt celle qu'on peut mettre dans une cuisine.
et dans la plantes poêle. sauvages. Oui, les plantes sauvages, Alors, parce pourquoi qu'elles existent. Ça fait longtemps qu'il y a une tradition mais de cueillette une dans le monde éternité. entier. Mais aujourd'hui, il y a un véritable engouement pour la naturalité sous toutes ses formes. Alors, c'est vrai dans Donc les une médecines activité douces, économique aussi. mais bien importante. sûr, et Ok. c'est vrai que ça se développe au niveau de la demande dans les produits de consommation courante, que ça soit dans les compléments alimentaires, dans les tisanes ou encore dans les cosmétiques. Donc, si vous voulez, les cueilleurs ont de plus en plus de travail. Quand je dis cueilleurs, ce sont bien sûr des professionnels qui cueillent de façon organisée, sur commande de laboratoire pour avoir des plantes sauvages, avec des lieux qui sont répertoriés, avec des quantités qui sont évidemment notées, et le tout est contrôlé par des organismes certificateurs, en l'occurrence Écocert, parce qu'évidemment ce sont des plantes sauvages, donc bio. Tout ça pour dire que c'est quelque chose de sérieux. Oui, et puis sur des zones protégées, hein, quand même. Absolument. aussi, on Là, est nous sommes surveillés. partis en Auvergne. Très bien. Alors, oui, très Excellent bien, parce choix. que l'Auvergne, c'est une région qui est très préservée, qui n'est pas polluée. Il y a une magnifique diversité de plantes sur les volcans. Et pour les cueilleurs, c'est la possibilité de travailler toute l'année entre le sec, le frais, la feuille, la fleur, la racine, l'écorce, la tige. Il y a beaucoup de travail. Donc, on a rencontré quelqu'un qui a créé une coopérative qui rassemble une quarantaine de Bonne producteurs. Et ils donnent tous leurs produits donc, à cette coopérative de façon à avoir un produit qui soit tout à fait conforme, naturel et bon. Vous allez voir comment il travaille. Il se définit lui-même, on a trouvé ça assez beau, comme un paysan sans terre qui répond à des patrons qui sont la météo et les saisons. Voilà comment Joli. ça se passe. En ce moment, le mois d'août, c'est le mois de la feuille. Là, je suis beaucoup dans le framboisier, mais on va attaquer le noisetier, le frêne, le myrtillier, la ronce, le bouleau. Voilà, c'est le mois de la feuille. Chaque plante a ses vertus bien à elle et tout. Le framboisier, lui, c'est un nom masculin, mais c'est la plante féminine, c'est la plante des femmes. Quand on est jeune fille, au début des règles, les règles douloureuses, quand on va enfanter, avant l'accouchement, après la ménopause. Donc c'est génial, elle aide tout au long de la vie. Alors je travaille seul ou des fois aussi pour des gens qui apprennent le métier. Il nous manque des producteurs, il nous manque des gens qui voudraient en faire un métier à part entière. Il n'y a pas de formation et la formation c'est sur le terrain. Donc c'est venir cueillir, apprendre et se rendre compte de ce que c'est que ce métier. À la maison, on ramène les plantes, on les coupe, on les sèche. Le produit que j'ai fait aujourd'hui, c'est plutôt pour de l'herboristerie. J'ai la commande, je sais que j'ai telle quantité à faire et c'est à moi d'organiser mes journées. Est-ce que c'est du sec? Est-ce que c'est du frais? Est-ce que c'est l'homéopathie? Est-ce que c'est pour de l'herboristerie? Suivant la destination, on va cueillir. Notre patron, il est là-haut, c'est lui, c'est le temps. Maintenant, il faut enlever le bois. Donc à la coopérative, on a des machines qui vont nous permettre de séparer les tiges des feuilles. C'est la feuille qui nous intéresse nous et qui intéresse le client et le consommateur à la fin. On a une diversité au niveau des plantes médicinales, entre la montagne, la plaine, les forêts alluviales, qui nous permet, nous, producteurs, de travailler toute l'année. Dans le commerce, on va les retrouver en sachet pour faire de l'infusion, dans différents magasins bio ou herboristerie aussi. Une plante, il faut la sentir, il faut la regarder, il faut la goûter. Et après, on apprend son nom, comme je dis. Là, c'est intéressant. On n'est pas très loin du Puy de Gaulle. si Oui, j'ai bien on reconnu est l'image. Ouais. tout autour, là, sur tous les volcans. La nature est magnifique. On salue Lolotte, c'est le chien qui accompagne. Isabelle, la cueillette, c'est sérieux et cueilleur, c'est un vrai métier. Absolument. Et il a une connaissance absolument extraordinaire et il apprend tout le temps. Et il transmet cette passion. Quand on est avec lui, on pourrait l'écouter des heures. Voilà, merci de nous avoir reçus. À Moscou, nous allons retrouver Dominique Derda. Bonjour Dominique, notre correspondant qui est sur place. Pourquoi? Parce que la présidence en Russie, donc M. Poutine, a donc choisi de créer une nouvelle force armée et ça s'appelle, attendez voir, j'ai noté Garde nationale et ce serait pour, La Garde nationale. oui, pour lutter contre le terrorisme. Oui, c'est ça, Laurent. En tout cas, pour ceux qu'on a pu suivre à l'entraînement, des forces spéciales qui, toute l'année, se préparent à intervenir en cas de prise d'otage, par exemple, mais qui participent aussi à de véritables combats, des opérations
commando dans les montagnes du Caucase contre des groupes armés islamistes. Alors ça n'a pas été facile, vous l'imaginez, d'obtenir la permission de suivre ces hommes. C'est des unités qui la plupart du temps préfèrent rester dans l'ombre, mais si on nous l'a accordé cette permission, eh bien c'est sans doute parce qu'il s'agit là d'une unité modèle qui dispose de moyens très importants, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Irina Golovkova. Des hommes armés qui ouvrent le feu sur la police, prennent des otages, se retranchent dans un immeuble. C'est le genre de scénario auquel se préparent quotidiennement les membres des forces spéciales de la Garde nationale russe créée il y a 2 ans pour lutter contre le crime organisé, mais surtout contre le terrorisme qui menace la Russie autant que les autres pays. À l'entraînement, évidemment, ce sont toujours les forces de l'ordre qui finissent par l'emporter. Les otages sont sains et saufs, les terroristes abattus. Exceptionnellement, on nous a ouvert les portes de l'une de ces unités, la division Kouzbas, à Kemerovo, au sud de la Sibérie. Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, l'armée russe relève la tête. Mieux formée, mieux équipée, mieux payée aussi. Elle attire de plus en plus de candidats. Lors des derniers tests de sélection, sur les 40 qui voulaient s'engager, on n'en a retenu que 2. Parmi tous les critères, c'est l'amour de la patrie qui est un des plus importants. Ceux qui ne viennent que pour l'argent ne restent jamais longtemps. À plusieurs reprises déjà, ils sont intervenus dans le Caucase, notamment contre des groupes d'insurgés. Des missions à haut risque. Ces 2 femmes en savent quelque chose. L'une est la veuve du dernier soldat tué en opération, l'autre, sa mère. Nous avons dû apprendre à vivre sans notre Sergueï. Il était un très bon père, un très bon mari, un très bon fils. Il était toujours prêt à rendre service. C'était un homme bien. On ne l'oubliera jamais. Il restera toujours avec nous. Cette base militaire où vivent 1 millier d'hommes et leurs familles est probablement l'une des plus modernes, des plus agréables de Russie. C'est sans doute pour ça qu'on nous a laissé y entrer. Mais quelles que soient les conditions, à la moindre alerte, tous doivent être prêts à enfiler leur uniforme et à sauter dans les blindés. Et ce n'est pas toujours de l'entraînement. Et Dominique, comment a été accueillie la création de cette garde nationale dans le pays, au sein de la population ? Bien, écoutez, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, vous doutez bien que personne ne trouve rien à y redire. C'est normal que la Russie, qui a été victime de plusieurs actes terroristes ces dernières années, cherche à se protéger, à se défendre. Là où c'est plus compliqué, c'est que cette garde nationale comprend aussi une bonne partie de soldats anti-émeutes, de forces anti-émeutes, un peu à l'image des CRS ou de la garde, des gardes mobiles en France. Et dans les rangs de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme, beaucoup craignent ici en Russie que cette garde nationale ne devienne en fait une sorte de garde prétorienne dont la véritable mission serait de protéger le régime en place et d'éviter que se passe ici ce qui s'est passé en Ukraine en 2014 quand la rue a chassé du pouvoir le président Yanukovych. Et ce qui conforte l'opposition et les militants des droits de l'homme dans cette idée, c'est que cette garde nationale, elle est dirigée. Patrice, bonjour. On s'y attendait un petit peu. L'ouragan fait la une des quotidiens. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Irma fait effectivement la une. Je suis allé sur un site de signification des prénoms ce matin. J'ai tapé Irma et voilà ce que j'ai lu. Ennemi de toute contrainte, Irma se montre souvent indisciplinée, prend des risques sans trop penser aux conséquences de ses actes. Alors là, je crois qu'on est en plein dedans avec Irma. Et de toute façon, il fallait un prénom féminin parce que nous sommes en 2017, année impaire. Et les années paires, c'est un prénom masculin que l'on choisit. Alors cela dit, il y aura sans doute pire qu'Irma. C'est ce que prédit non pas Madame Irma, mais Monsieur Chauvin, qui est chercheur en météo. Le nombre de cyclones tropicaux va rester stable, dit-il, voire diminuer. Mais
du fait du réchauffement climatique, eh bien, on s'attend à ce que les cyclones soient plus intenses dans les années qui viennent. Alors, dans la série Ils ont tout perdu, moi, c'est une autre histoire que je vais vous raconter ce matin. Un jour, pour les besoins d'un reportage, j'ai fait la connaissance d'un certain Mikhail Kalachnikov. Cet homme a inventé le fameux AK-47, une arme au maniement particulièrement simple, un engin de mort bon marché, qui a été de toutes les guerres civiles dès son invention en 1947 et qui continue bien sûr à faire des ravages un peu partout. Il disait être fier de son invention, Kalachnikov, mais triste qu'elle soit utilisée par des terroristes. Et je lui ai dit, vous devez être très riche malgré tout. Et là, il m'a répondu, mais pas du tout, je n'ai pas touché le moindre rouble par arme vendue dans le monde. J'étais ingénieur gradé de l'armée russe et j'ai inventé cette arme pour mon pays. Je l'ai mise à son service. Mikhail Kalachnikov est mort en 2013 sous une montagne de décorations militaires. Et là où il se repose aujourd'hui, il trouverait sans doute quelques réconforts à lire, si c'était possible. Eh bien, le dernier numéro de Capital qui s'intéresse à tous les inventeurs spoliés, des génies de la créativité, mais des génies qui n'en étaient pas lorsqu'il était question d'argent. Alors, prenez par exemple cet ustensile en vogue qu'est la perche à selfie. Il s'en vend un exemplaire toutes les 30 secondes sur Internet. Son idée a germé dans le cortex d'un salarié de l'entreprise Minolta qui a imaginé une perche sur laquelle on fixerait un appareil photo pour se photographier tout seul. Et puis, il a déposé le brevet. Et puis, bon, l'idée a fait flop. En 2003, le brevet expire. Et quelques années plus tard, notre inventeur japonais, Hiroshi Ueda, de son vrai nom, eh bien, assiste médusé à l'avènement de la culture du selfie. Et c'est un Canadien qui a repris l'idée de la perche. Il s'appelle Wayne Froome et lui, aujourd'hui, il est multimillionnaire. Autre exemple, le Monopoly. 250 millions de jeux vendus depuis sa création en 1935. Alors au départ, le Monopoly est un jeu militant, c'est-à-dire que c'est une femme qui l'a inventé. Elle voulait dénoncer la nature antisociale du monopole immobilier. Elle dépose une patente, mais ne commercialise pas le jeu. Jusqu'à ce que dans les années 60, c'est-à-dire 30 ans plus tard, deux frères, les frères Parker, viennent la voir et lui disent « On voudrait vous racheter votre idée pour $500. » Vous imaginez ? Elle dit oui. Et il en va ainsi pour tout un tas de géotrouve-tout qui ont le nez bouché dès qu'il est question d'argent. Les inventeurs de la broche à kebab, du post-it, du smiley, du SMS, du botox ou encore de la souris d'ordinateur sont passés à côté de Dame Fortune. L'inventeur de la souris, il avait déposé un brevet en 68, mais qui a expiré en 87 et quelques années plus tard, eh bien, les ordinateurs se sont généralisés. Quant au botox, aujourd'hui, c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour l'instant, rendez-vous politique avec les 4V et Caroline Roux. Bonjour Caroline, vous recevez aujourd'hui Valérie Pécresse. Oui, on va parler quand même un petit peu de politique. La présidente de la région Île-de-France lance ce week-end son nouveau parti Libre. Elle rêve de réinventer la droite. Laquelle, vous allez me dire, mais en tout cas, une chose est sûre, pas celle de Laurent Wauquiez. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Le bilan sera cruel, l'a déjà annoncé le président de la République. On parle d'un bilan provisoire de 6 morts ce matin. On parle bien sûr d'Irma. Comment est-ce que la région Île-de-France peut aider ces populations où il va falloir tout reconstruire? On a appris ce matin que la partie française de l'île de Saint-Martin est détruite à 95%. D'abord, je veux dire que notre cœur bat au rythme de celui des Antillais et que nous sommes en deuil avec eux et que nous partageons leur chagrin. Alors évidemment, l'Île-de-France va se mobiliser pour aider à la reconstruction. Alors ça passe par une aide d'urgence que nous voterons la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, et qui pourra être débloquée très vite, une aide d'urgence de 100 000 € pour aider au secours sur le terrain. Mais au-delà de ça, l'Île-de-France peut s'inscrire dans un partenariat avec l'île de Saint-Martin et de Saint-Barth, et notamment en matière d'urbanisme pour aider à la reconstruction des îles. Vous avez tenté de joindre des élus sur place que vous connaissez? Oui, j'ai tenté de joindre les élus, la députée, les présidents des 2 collectivités, mais malheureusement, je crois que l'ouragan a coupé les lignes et donc j'ai pas eu la possibilité de les joindre, mais je leur ai laissé des messages évidemment de soutien et je leur ai dit que nous étions mobilisés pour les aider. Irma, après Harvey, avant peut-être José. Selon les spécialistes, le changement climatique ne crée pas ces ouragans, ces tempêtes, mais les accentue leur impact. C'est un rappel à l'ordre brutal. Oui, bien sûr, on sait que ces dérèglements climatiques vont se multiplier à l'avenir et je crois que ça justifie un appel à nouveau à Donald Trump. Je pense que les États-Unis ne peuvent pas sortir de l'accord sur le climat et je pense que la France doit jouer son rôle pleinement, j'allais dire de phare, de conscience mondiale sur cette question. Ça veut dire quoi, jouer son rôle ? Sur cette question. C'est déjà le cas.
Oui, mais vous savez que nous avons initié avec Jacques Chirac les accords de Kyoto et aujourd'hui la COP21. Donc je crois que la voix de la France, j'allais dire c'est ni droite ni gauche, la voix de la France doit être très très forte sur ces sujets environnementaux. Elle est forte, la voix d'Emmanuel Macron, sur ces sujets ? Écoutez, moi je crois que le bilan d'Emmanuel Macron global est assez inégal, mais c'est vrai qu'il a réussi à incarner une voix de la France à l'étranger. Alors à côté de ça, eh bien, le bilan sur le plan intérieur, lui, est malheureusement plus décevant. Alors je le disais, vous voulez créer un mouvement et non pas un parti. Vous voulez incarner une droite qui porterait les valeurs de la France de demain. En quoi serait-elle différente, cette droite, des valeurs, des réformes qui sont conduites aujourd'hui par Emmanuel Macron? Vous savez, on a vécu plus qu'une défaite, on a vécu un séisme. La droite devait l'emporter à cette élection, elle l'a finalement perdu. Donc il faut quand même qu'on fasse un travail d'introspection, qu'on comprenne les raisons de cette défaite. Et face à ce séisme, il y a deux tentations. La tentation d'aller avec Emmanuel Macron, celle d'une partie de la droite qui s'est ralliée à En Marche, et puis la tentation de se recroqueviller sur un noyau dur, j'allais dire, voilà, d'exclure tous ceux Ça, c'est la ligne bloquée. Le problème, si vous voulez, c'est que je crois qu'il faut qu'on revienne aux sources fondamentales qui nous ont conduit à créer les Républicains. Ce pacte fondateur, il est parti du constat que quand la droite se rétrécit, elle perd, quand elle s'élargit, elle gagne. Alors oui, je veux une droite authentique et je veux qu'on travaille sur la ligne politique d'une droite qui n'est pas fascinée par la France d'hier, mais qui se projette dans la France de demain, qui parle d'écologie, par exemple. Qui parle d'écologie, mais très concrètement sur les sujets que vous avez à manier au quotidien dans l'actualité ou dans le débat politique. On parle des emplois aidés. Vous les contestiez auparavant lorsque vous étiez dans l'opposition. C'était dans le programme de François Fillon de supprimer les emplois aidés. Aujourd'hui, on entend des responsables politiques de droite qui disent « Ah ben non, il ne fallait pas les supprimer, il ne fallait pas diminuer leur nombre ». Est-ce que vous n'êtes pas coincé ? Vous savez, moi j'assume, à la région Île-de-France, nous avons une politique de suppression des emplois aidés, mais pour les remplacer par des vrais emplois. Parce que nous pensons que les jeunes qualifiés ne peuvent pas se retrouver dans des emplois parking. Mais ça ne se fait pas de manière brutale. C'est-à-dire qu'on a pris ces emplois jeunes et petit à petit, on transforme ces emplois en vrais contrats. Il y a de la brutalité dans la méthode Macron ? On ne peut pas... Après, que François Hollande ait demandé à tous les maires de prendre des personnes en contrat aidé, brutalement cesser ces contrats. Pourquoi ? Parce que derrière cette notion abstraite de contrat aidé, il y a évidemment des hommes et des femmes, il y a de l'humain. Et donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est que cette politique du rabot, cette politique de coupe budgétaire qui est un petit peu aveugle, technocratique, décidée de Bercy, eh bien il faut la confronter à l'humain. Et là, on se retrouve avec des difficultés. Et c'est pour ça que le rabot, c'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est des réformes profondes, c'est expliquer ce qu'on veut faire, y aller, et surtout prendre toujours en compte les réalités de la vraie vie. Donc, pas laisser Bercy gouverner. La droite de demain, c'est une droite qui réformera en douceur. C'est ça que vous nous expliquez. Ce que je souhaite, c'est une droite authentique, c'est-à-dire une droite qui est ferme sur le régalien. Et là-dessus, malheureusement, je trouve que Emmanuel Macron est encore angélique. Nous avons des problèmes de sécurité, des problèmes de lutte contre l'islamisme radical, des problèmes de lutte contre l'immigration irrégulière. Tous ces sujets sont sur la table. C'est des menaces très fortes qui pèsent sur la France et sur lesquelles on n'entend pas le gouvernement. Il n'y a pas de réponse. Moi, je crois qu'il faut revenir aux peines planchées. Je crois qu'il faut travailler sur le retour. Ça, c'est la droite d'hier. Non. C'est pas seulement. C'est des mesures que vous aviez défendues avant, même mises en application. Oui, mais par exemple, alors sur la droite de demain, moi, je crois que, vous savez, Emmanuel Macron a parlé de police de proximité. Il veut redonner aux policiers et aux gendarmes une mission de police de proximité. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Je crois que les policiers et les gendarmes sont débordés par les menaces. Et je crois qu'aujourd'hui, la vraie police de proximité, ce serait de donner enfin aux polices municipales un vrai rôle, de leur permettre de contrôler les identités, par exemple, de leur permettre d'agir et de travailler vraiment en lien, qu'il y ait une chaîne de sécurité qui se déploie. Et on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Sur la SNCF, par exemple, quand vous voyez qu'Emmanuel Macron veut s'attaquer au tabou dans le cadre de la future réforme des retraites, il a évoqué la fin notamment des régimes spéciaux, l'ouverture à la concurrence, la réinvention des métiers contre la reprise de la dette de la SNCF. Vous lui dites banco ? Sur la SNCF, la situation de l'Île-de-France est un peu particulière parce que nous travaillons la main dans la main avec la SNCF pour moderniser un réseau qui est
totalement hors d'âge. Et mon sujet aujourd'hui, moi, en Ile-de-France, sur la SNCF, c'est surtout que l'État tienne ses engagements et qu'il mette bien 800 millions d'euros sur la table pour moderniser les trains. Ça, c'est votre sujet. Non, mais je vous rappelle que le train de Brétigny, le Paris-Limoges, il a déraillé sur les rails de l'Île-de-France. Libre, c'est destiné à être un futur parti ? Libre, c'est un lieu pour oxygéner la droite, pour permettre que tout le monde s'y retrouve, les libéraux, les centristes, les gaullistes, qu'on ne soit pas poreux avec le FN, mais surtout qu'on redonne aux Français envie de droite. Envie de droite. Merci beaucoup. Valérie Pécresse, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline, très bonne journée à vous, mesdames. Moi sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Bonjour Brigitte Fanny-Cohen, on ne va pas vous le chanter, mais l'actu santé, c'est aujourd'hui et la rentrée scolaire et un bouquin qui peut donner des conseils importants pour les parents. Pour les parents, pour les enfants, pour les ados, et qui va, études de neurologie et études de psychologie à l'appui, leur donner des astuces pour mieux apprendre. Par exemple, on se rend compte, grâce à toutes ces études, que pour apprendre, il faut morceler, pour mieux mémoriser. Comment apprendre des tables de multiplication, comment apprendre à lire, comment réviser un examen, jamais en faisant tout d'un seul coup. Et les chercheurs ont montré que, par exemple, pour des élèves de CP, si on les fait lire 3 fois 2 minutes, mais de façon séparée dans le temps, ils vont mieux apprendre à lire que si on les fait lire 6 minutes d'affilée. Et donc, pareil, quand on a... C'est aussi pour les enseignants, alors, les conseils. Bien sûr. Et quand on a aussi, par exemple, une interrogation, on ne révise pas tout en une longue séance, on morcelle dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien entre, mais on va étudier autre chose. Et dans ce livre qui vient de paraître, il y a d'autres conseils pour les parents, pour leurs enfants, pour savoir comment effectivement mieux mémoriser, comment mieux utiliser par exemple Internet qui fait très peur aux parents, comment lutter contre la fameuse phobie des maths qui touche quand même un certain nombre d'enfants. Donc tous ces conseils, je vous propose de les découvrir en images. Apprendre à lire, ça repose en bonne partie sur les oreilles. La première chose que les enfants doivent apprendre, c'est que les sons des mots sont composés de petits sons qui viennent les uns après les autres, que le mot chapeau, il y a ch, puis a, puis peu, puis o. Et ça, c'est pas du tout évident. Donc il faut apprendre ça, parce qu'ensuite, on apprend qu'à chacun de ces petits sons, on fait correspondre des lettres. Et faire correspondre les sons et les lettres, c'est la base de l'apprentissage de la lecture. Et même dans le cerveau, il y a des changements qui se produisent, et il y a des nouvelles connexions, de nouveaux liens qui se mettent en place entre les régions de la vision qui servent à reconnaître les lettres et les régions du langage qui servent à analyser les sons. C'est très important de bien dormir pour bien apprendre. Le sommeil a la vertu de consolider des souvenirs. C'est-à-dire que si vous apprenez, je ne sais pas, une liste de mots par exemple, et que 8 heures plus tard vous essayez de vous en souvenir, eh bien si pendant ces 8 heures vous avez dormi, plutôt que pas dormi, eh bien vous allez vous en souvenir mieux. Maintenant on sait un petit peu comment ça marche au niveau du cerveau. Il y a des tas d'études qui ont été faites chez les rats, où on montre par exemple que des rats revivent dans leur tête pendant qu'ils dorment des choses qu'ils ont faites la veille pendant qu'ils étaient réveillés, et que cette manière de rejouer dans sa tête des souvenirs a un rôle dans la consolidation des souvenirs. Alors, chez l'homme, il y a des études d'imagerie fonctionnelle qui montrent que ça se passe probablement à peu près de la même manière. Malheureusement, il y a des enfants qui ont une phobie des maths. Ce qui est généralement à l'origine, c'est une petite difficulté au départ à comprendre les bases des maths, les quantités, les tables de multiplication, etc. Le zéro, ce que ça veut dire neutre en fait, j'arrive pas à comprendre. Et puis, plus la difficulté est importante, plus on est anxieux. Et plus on est anxieux, moins on travaille calmement les maths, et plus on est mauvais. Et plus on est mauvais, plus on est anxieux, etc. Donc, il faut essayer de s'attaquer à la fois aux causes et aux conséquences, améliorer les maths et diminuer l'anxiété. Par exemple, si on demande à des étudiants plus ou moins anxieux, avant un examen de maths, de prendre une feuille de papier et d'écrire leur anxiété, ce qu'ils pensent de l'examen qu'ils vont passer, etc., eh bien simplement ça diminue l'anxiété et ça augmente leur performance à l'examen de maths.
Internet augmente la mémoire qui est à notre disposition. Alors évidemment, ce n'est pas de la mémoire qui est à l'intérieur de notre tête, mais c'est de la mémoire comme une sorte de prothèse à l'extérieur. Donc globalement, c'est très bien. Ce qui est vrai, c'est que avoir à sa disposition toute cette mémoire, ça change un peu notre stratégie. Et on a montré, par exemple, que quand on utilise beaucoup Internet, eh bien, on apprend où aller chercher l'information plutôt qu'apprendre l'information elle-même. Mais rien ne dit que la mémorisation frénétique soit la meilleure manière d'utiliser notre tête. Oui, d'autre part, le quotient intellectuel aurait baissé. Oui, alors il y a eu plusieurs études qui nous ont alertés, mais c'est vrai que ce livre nous rassure un petit peu parce qu'il nous dit qu'il faut regarder les choses un peu différemment. C'est-à-dire que le quotient intellectuel a baissé ces dernières années dans les pays industrialisés. En France, on a perdu 2 à 4 points chez les jeunes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le quotient intellectuel a beaucoup augmenté pendant tout le XXe siècle parce qu'il y a eu une meilleure éducation, tout le monde a accès à l'éducation, la grossesse des femmes se passe mieux, on a accès à la santé plus facilement. Donc il faut voir que les choses positives, c'est que le quotient intellectuel a augmenté. Bien sûr, il faut être vigilant sur cette baisse de QI, mais on peut rassurer les parents. Pour les enfants, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour en savoir plus, je vous propose bien sûr le livre du professeur Laurent Cohen, Comment lire avec ses oreilles, chez Odile Jacob. Hey, if you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly away. Bonjour, quelle belle invitation au voyage par Frank Sinatra, s'il vous plaît. Alors, bienvenue avec vous dans un monde moderne. On va s'intéresser à l'évolution des drones parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, ça n'était que des jouets dont on imaginait quand même un avenir qui se précise aujourd'hui avec des engins magnifiques. Un avenir exponentiel de toute manière parce qu'on les retrouve dans à peu près tous les secteurs d'activité aujourd'hui. 280 000 l'année dernière vendus en France des drones, 400 000 très certainement cette année et de plus en plus dans le domaine industriel. Et là, on va vous présenter des drones que vous n'avez certainement jamais vus. Vous allez voir des trucs assez fous puisque l'un d'entre eux va être largué par un avion avant de pouvoir voler, par exemple. Et c'est une start-up française constituée d'ingénieurs, mais aussi d'anciens de l'armée de l'air qui sont réunis et qui ont décidé de concevoir ces drones qui vont être capables de faire de l'inspection, de faire du largage, par exemple en ce moment. Oui. On peut imaginer que ces drones puissent intervenir aux Antilles pour faire du largage de vivres, par exemple. Ça reste des engins très légers, donc surtout pas dans l'ouragan, mais mais suffisamment lourd pour faire du transport. Inaccessibles. Suffisamment lourd pour faire du transport, pour être capable aussi de filmer, de rapporter des images. Et quand les routes sont coupées. Et exactement. Donc de la reconnaissance dans des zones inaccessibles, parfait. Et là, ils ont pensé à 2 drones différents qui sont en fonction déjà, qui fonctionnent et qui sont assez incroyables. Je vous en dis un peu plus juste après. Regardez. Le monde du drone a évolué. Aujourd'hui, on a passé le cap du drone de loisir. Les professionnels, les grands comptes, les institutions ont maintenant conscience du fait que le drone devient un outil vraiment rentable, fiable, qui peut permettre d'apporter vraiment des solutions complémentaires à l'ensemble des secteurs industriels. L'Upstart Drone a ceci de différent que nous avons réussi, avec notre équipe de R&D, à combiner sur un seul et même modèle les avantages d'un hélicoptère et d'un avion. Il décolle donc verticalement, il se transforme ensuite en avion grâce à un algorithme de transition de vol qui a mis quelques années à être développé par nos ingénieurs. Ces missions, elles sont multiples. Ça peut aller de la surveillance, bien évidemment, de l'inspection industrielle, comme du transport de colis sur des distances assez importantes. On pense notamment à des plateformes offshore ou des endroits un peu inaccessibles pour lesquels un drone peut être rentable pour amener du matériel de quelques kilos. Son envergure est variable. Nos ingénieurs sont capables d'en faire des modèles de 50 cm d'envergure pour des poids d'emport de 200-300 grammes jusqu'à 2 mètres d'envergure pour les quelques kilos de transportés. Le Drop and Drone, c'est un modèle assez innovant, c'est une solution unique au monde. Ce drone est en fait un drone qui est directement largable depuis un avion pendant son vol. Alors ça permet de l'amener au plus près de la zone à surveiller, ensuite d'économiser l'énergie puisqu'il va descendre plutôt que de décoller et monter vers son altitude de travail et de le faire soit de façon discrète, soit dans des zones qui sont vraiment inaccessibles. Il est d'abord dans un container.
un container que l'on largue. Une sangle automatique d'ouverture déclenche un parachute qui stabilise la descente du container, qui ensuite s'ouvre et vient libérer le drone qui vient de déployer ses ailes et qui va ensuite faire sa mission de façon autonome. On peut le larguer jusqu'à des altitudes de 8000 mètres à peu près et il va aller regagner en vol plané son altitude de travail d'environ 1000 mètres d'altitude. Il mesure lui 2,20 mètres d'envergure pour environ une dizaine de kilos. Il a 6 heures d'autonomie, donc ça lui permet de parcourir quelques centaines de kilomètres. Il y a des applicatifs militaires, mais il peut servir également aux phases de recherche, notamment sur un crash aérien maritime, comme on a pu en connaître malheureusement. On peut aller également mesurer des nuages de cendres autour d'un volcan ou de la pollution autour d'une centrale nucléaire sur laquelle on ne pourrait pas approcher par voie terrestre. Il y a un vrai savoir-faire français, là. Oui, il y a un vrai savoir-faire français. Et puis, en plus, où on a un bon savoir-faire français, c'est que ce monsieur a été pilote des forces spéciales. Donc, ça aide aussi pour savoir manier ce genre d'engin. Vous l'avez compris, notamment pour du transport aéropostal, tout simplement pour aller rejoindre l'hélico, hein. L'heure de vol par rapport à une heure d'hélico. Il n'y a absolument pas photo quand c'est pour amener, j'allais dire, des poids assez légers quand même. Voilà, on ne peut pas amener des poids énormes. Là, ils ont, par exemple, dans l'idée, en 2018, pour le centenaire de l'aéropostale, de traverser l'Atlantique. Voilà, ils vont monter ça avec des étudiants français et essayer de faire que le drone traverse l'Atlantique. Vous imaginez quand même le vol, ça risque d'être superbe, mais ils sont dessus, hein, ils veulent absolument réussir. Et bien entendu, vous avez compris aussi à quel point les armées, pas que françaises, sont intéressées par ces spécificités. Et autres, bien sûr. Exactement. Ceux qui interviennent partout et qui en ont pris l'habitude. Exactement, et là, ils ont compris qu'on avait du savoir-faire là-dedans, et notamment cette start-up française qui cherche néanmoins encore des investisseurs. Hein. Si vous êtes intéressés, vous venez nous voir. Et ce sont des gens qui ont créé aussi, grâce à leur savoir-faire, de nouveaux métiers, parce que aussi, quand on commercialise le drone de cette façon-là, sachez qu'il faut être pilote et certifié conforme. Et sachez donc que ce n'est pas qu'un jeu, le drone. Ça n'est pas qu'un petit joujou. Merci Yann, merci, c'était très 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 intéressant. Allez, c'est... Et on commence avec Charlotte. Bonjour Anissa, on ne s'était pas encore croisés ce matin. Pour parler cinéma avec un film qui sort mercredi, Le Dernier Téchiné. 25e film de André Téchiné. Qu'on avait vu à Cannes, c'est ça? Qu'on avait vu à Cannes, qui était présenté dans le cadre d'un hommage. Le festival lui rendait hommage. André Téchiné, 74 ans, à qui l'on doit des pépites comme J'embrasse pas, Ma saison préférée, Les voleurs, Alice et Martin. Ça dépend des jours. Et donc, une montée des marches ultra glamour parce que dans le cadre de cet hommage, toutes les actrices qui ont jalonné sa filmographie étaient présentes, si bien que sur le tapis rouge, à côté d'André Téchiné, vous aviez Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Sandrine Kiberlin, Emmanuel Béard, Isabelle Huppert. C'était un grand moment de cinéma et d'émotion. Parce qu'il le vaut bien. Parce qu'il le vaut bien et qu'il nous raconte ici une histoire vraie, assez étonnante, l'histoire d'un soldat déserteur, Paul Grapp, qui, pendant la Première Guerre mondiale, avec l'aide de sa femme, s'est travesti en femme. Pourquoi ? Pour échapper au peloton d'exécution, non? Exactement, à une condamnation à mort. Alors, il se perruque, il se maquille, il se corsette, il se produit dans le Paris libertin des années folles. Il finira même par se prostituer au Bois de Boulogne pour subvenir aux besoins de son ménage. Et puis, une fois la guerre terminée, Paul Grapp, qui est devenu Suzanne, aura beaucoup de mal à redevenir Paul. Pourquoi ? Parce qu'il a aimé sa nouvelle peau. Donc c'est aussi un film sur la quête identitaire, sexuelle, mais aussi un film parce que c'est un couple qui s'aime. Il l'a fait avec l'aide de sa femme, sur une passion fatale. Pas évident déjà, votre mari devient une femme, mais ça c'est pour la bonne cause, pour pas être tué, mais après la guerre, il décide de redevenir une femme. Donc c'est ce qui... Oui, c'est un petit peu tordu, c'est du cinéma, mais c'est une histoire vraie. Mais c'est le fil rouge quand même dans la filmographie de Téchiné. C'est les passions fatales, c'est les vertiges amoureux. Dans ce film-là, on a deux acteurs qu'on commence vraiment à connaître. Celui qui joue Paul Grapp, c'est Pierre Deladonchamp, pardon. Il a 39 ans, césarisé pour L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudy, un certain cinéma d'auteur français. Et puis, la jeune Céline Salette, je dis jeune parce qu'elle fait du cinéma depuis seulement 10 ans. Elle a 37 ans. Mais elle commence tôt. En 10 ans, elle en a fait plus de 30, une trentaine de films. Elle a explosé grâce à cette série qui était vraiment bien, série télé Les Revenants. Elle a déjà tourné pour Clint Eastwood, pour
pour Sofia Coppola, une filmographie impeccable. Nous l'avions rencontrée, donc nous étions au Festival de Cannes en mai dernier. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Il faut que tu sois courageuse. Il faut que tu le dénonces. T'es folle. Tu me vois dénoncer l'homme que j'aime? Céline, en 10 ans, je regardais, vous avez tourné une trentaine de films. Audiard, Bonello, Get Live, Garel pour ne citer que. On vous voit beaucoup dans un certain cinéma d'auteur français et ça vous réussit bien. Mais est-ce qu'à un moment, le cinéma peut aussi enfermer dans des cases? C'est un chemin. C'est comme un arbre. Il a des racines, il a un tronc, et puis après, il a des branches qui s'épanouissent et qui se ramifient progressivement. Je ne m'autodétermine pas. On dépend aussi, quand on est acteur, de la vision, du regard des autres et du désir des autres. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Vous avez tourné et pour Sofia Coppola et pour Clint Eastwood. Le cinéma américain, ça fait très envie, on a envie d'y retourner. C'est compliqué pour une Française? C'est pas tellement compliqué parce que, encore une fois, moi je crois que chaque chose fait son chemin. C'est des bouteilles à la mer, c'est donc tout sert à tout. J'avais travaillé avec Audiard parce qu'il m'avait vu dans Raoul Peck, l'école du pouvoir. On ne peut pas imaginer ça, par exemple. On ne peut pas imaginer qu'un cinéaste va vous voir dans un truc que vous avez fait pour... Ça ne se passe jamais comme on a pensé et c'est ça qui est trop bon. Vivre avec un condamné à mort, c'est pas une vie, ça. C'est la mienne. Que donneriez-vous, belle, pour avoir votre ami? Que donneriez-vous? Est-ce qu'il y a des actrices qui vous inspirent plus particulièrement? Oui, bien sûr. Moi, je suis dans la vie en grande amitié avec Marion Cotillard, que j'adore. C'est une immense actrice, c'est une femme qui travaille comme une folle. Tilda Swinton, par exemple, dont je suis absolument fan. Et aussi pour sa grande singularité. Ou près de ma blonde, qu'il fait bon. Avant de tourner pour André Téchiné, son cinéma, qu'est-ce que ça vous évoquait? Quand on travaille avec André, on sait pourquoi les acteurs nous marquent dans les films d'André, parce qu'en fait, c'est une des grandes forces de son travail, en fait. Merci beaucoup, Céline, et bravo. Merci, bon festival. Merci beaucoup. On est pas mal auprès de nos blondes, c'est vrai. Alors, ça sort mercredi prochain. Oui, ça, rien. Mercredi, le Téchiné. Rappelez le titre, je me souviens plus, ça y est. Nos années folles. Nos années folles, très bien. Demain, vous sortez, vous allez à Deauville. Je vais à Deauville. Une nouvelle édition du Festival du film américain. Absolument, Festival du film américain, présidé cette année par le réalisateur Michel Hazanavicius. Festival dont je vous parlerai, qui fait la part belle au cinéma américain indépendant. Vous savez ce que vous allez voir, de quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler des petits chouchous, de ceux qui ont été les mieux accueillis pour le moment. Donc 2-3 films qui sortent du lot. Bon, on se téléphone d'ici là. Hein, et voilà. Ça va. Bon, et puis je vous souhaite une bonne pluie bien normande. Ouais, j'aurais peut-être un parapluie. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Anissa, du grand, on passe au petit écran et on va voir ce qui se passe d'ailleurs sur les télés du monde et de l'étranger. Vous nous emmenez où là? En Allemagne. Oui, c'est ce qui m'a semblé. Alors, en Allemagne, et pour parler d'un thème un petit peu récurrent, un petit peu à la mode. Non, ne me dites pas que c'est la rentrée. Je sais. Alors je sais, on peut même en avoir un petit peu marre, parce que ça fait quand même un moment. Sauf qu'ici, elle risque de vous plaire cette rentrée. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, on ne parle pas des petits qui font leur rentrée des classes, mais on parle des grands, des adultes. C'est une émission, je vais vous donner le titre, vous allez commencer à saisir. Et je vais vous le donner tout de suite en français, parce qu'en allemand, j'ai peur de ne pas être douée du tout. C'est Redoublement, les célébrités sont de retour sur les bancs de l'école. Et je sens que vous parlez quand même super bien allemand. En courant. En courant. Très bien. Moi, pas du tout. Alors ici, il est question tout simplement d'inviter des célébrités dans chaque épisode, dans chaque numéro. Et puis de les faire asseoir à la place des petits, normalement, à l'école, sur le plateau. Vous avez des petites tables, vous avez un grand tableau. Et ces célébrités doivent tester leurs connaissances. On va même dire que leurs connaissances sont mises à rude épreuve. Et tout ça, c'est basé, sur une classe de CP, CE1. Oui. Voilà. Et l'idée étant de savoir qu'est-ce qu'ils en ont retenu. Et puis, c'est pas tout. On les met même en compétition avec des jeunes de cet âge-là. Alors, on va dire, pour finir, que c'est une émission qui sonne un peu comme une vengeance des petits sur les grands. Alors, vengeance, pourquoi? Parce que vous allez voir que les rôles sont sacrément inversés. Nachsitzen. Promis zurück auf die Schulbank.
mit Daniel Hartwig. Wunderschönen Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Nachsitzen. Promis zurück auf die Schulbank. Das ist ein Befehl vom RTL. Denn wozu unschuldige Schüler quälen, wenn das doch mit Promis genauso gut geht. Toll, dass ihr da seid und wir sagen vor allem toll, dass ihr da seid. Denn geprüft und getadelt werdet ihr von unseren Lehrerkindern. Hallo! Na? In eurer Mitte und immer an eurer Seite der Herr Schuldirektor persönlich. Jawohl. Guten Abend. C'est drôle. C'est mignon comme tout, c'est un programme familial. Et c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est diffusé le soir, bien évidemment, sur la chaîne RTL, comme le présentateur vient de le dire. Mais c'est un programme qui va réunir tout le monde, petits et grands. Petits, évidemment, parce qu'ils sont quand même très contents de voir leurs camarades juger les adultes. Et puis finalement, adultes, vous vous rendez compte que, dis donc, vous avez peut-être un ou deux trucs à réviser. Alors, ce qui est intéressant... Et puis, ça va quand même. Ouais, je sais pas si... C'est pas CM2 plus compliqué. Alors, ma chère Charlotte, vous allez voir que sur certains exercices de CP, finalement, c'est pas dit qu'on s'en sorte si bien. Ces célébrités sont testées sur 9 matières. Vous avez des mathématiques, de la physique, de la biologie, de l'histoire, géographie, en tout cas des sujets de ce type, qui restent quand même traités dans les petites classes. Et donc, c'est censé être le b.a.-ba, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et donc? Alors, petite question, Laurent, sans votre téléphone, est-ce que vous sauriez faire du calcul mental? Bah oui. Bien sûr. Hein. Ouais. Bon, alors on va voir si nos amis célébrités allemandes y arrivent encore. Na, das sind doch mal Kinder, oder? Und meine Damen und Herren, das wollen wir live sehen. Denn Fernsehen ist und bleibt das Live-Event-Medium unserer Zeit. Und dafür begrüßen wir ein Talentkit. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen. Jonas! Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. 11 Jahre bist du alt, ne? Ja. Der bekommt eine 6. Die 45 Sekunden laufen ab jetzt. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Das wird nichts. Das ist 56, 77, 88, 97. Hat schon Eins. wieder. Ich auch. Ja, ich hatte schon Ärger gehabt. Nein, nein, ich war schneller. Er hat mich abgelenkt. Hier steht's auch schon. Ja? Er hat mich abgelenkt. ihr habt noch 15 Sekunden. Oh. Herr Lambi, Sie haben es schon? Sehr gut. Ihr habt noch 10 Sekunden. Ich war schneller. Herr Lambi und Rebecca heißt sie? ja, Rebecca, die sind. Herr Lambi ist 2 daneben, die sind nur einer Genau. daneben. Pass mal auf, die richtige Lösung ist nämlich diese hier. 105. Oui, bon, alors, autant vous dire que sur le plateau, ça fait débat tout ça, parce qu'on est en train de se dire, ouais, on serait capable, etc. Et puis il y a des valeurs, l'étape de multiplication, etc. Et tout ce qu'on n'apprend plus, ou peut-être pas avec assez de rigueur. C'est pour ça qu'on en est là. On a appris, attention, on a appris tout ça. Ouais, on a appris ça avec beaucoup de rigueur. Alors, en tout cas, disons que de mémoire, nos générations quand même à peu près appris ça. La vérité, Oui, c'est le mode de vie qui par la suite nous a transformés. La différence entre nous aujourd'hui et ce petit Jonas, qui est d'ailleurs extrêmement talentueux, soulignons-le, c'est que lui s'entraîne tous les jours, son cerveau est un muscle qui est tout le temps sollicité, En fait, alors que nous, on a un truc, on a un téléphone, on Non, a je des suis pas calculettes, et qu'on a tendance à se Anissa, laisser c'est aller. aussi parce que, si on se laisse aller, c'est parce qu'on oublie de faire réviser nos enfants quelquefois, ou neveux, nièces, ou les copains et les copines. C'est-à-dire de soi-même de s'entraîner, quoi. Et bien, vous savez ce qu'il vous reste à On faire. s'occupe pas assez des devoirs des enfants, c'est ça que vous êtes en train de Voilà, dire. exactement, un peu plus de C'est ça qui vous a concentration. plu. Mais j'adorais. Ouais. Elle en rigole. mais votre J'adorais voisine les enfants qui mettent à l'amende les adultes, moi j'adore. Bon, merci en tous les cas pour ces Merci à images, vous. pour cette découverte, c'est une vraie découverte, pour le débat aussi qui suit, puis pour les idées que vous donnez peut-être pour les télévisions françaises, qui sait. Bon, Patou, vous aussi, vous allez nous parler photo, j'imagine, à un moment ou à un autre. À un moment, on va avoir une photo, hein, ça ça va c'est arriver, clair, hein. c'est On va votre voir, truc, c'est ça, de sûr. toute façon. L'idée qui peut, hein, tout à l'heure, il regardait. C'est très simple, vous prenez par exemple le dernier numéro des Rolling Stone magazine, hein, vous ouvrez page 57, je crois, vous avez, regardez Fait son cette pivot, photo. l'autre. Regardez. Il Maestro, Eh ben Ennio oui. Morricone, dossier complet qui lui est consacré. Oui, mais il vient. Et oui. C'est très rare, parce Alors- que d'habitude, il prend pas l'avion, il se déplace pas. hein. Il peut venir à pied. C'est THE compositeur de films, je le dis au cas où vous l'ignoreriez.
Quand je dis 2 films, c'est 500 Oui. films quand même. Hein. Ouais. Et encore, d'après Rolling Stone, il en aurait viré la moitié, refusant de travailler avec certains réalisateurs qui lui demandaient de composer comme X ou comme Y, alors que Ennio Morricone compose comme Il avait Ennio rencontré Morricone. Alex, ou plutôt c'est le contraire, Attendez, c'est Alex qui l'avait rencontré. On va y venir, et là vous allez rire. Parce que, bon, je termine juste pour dire que pendant des années, il a viré Tarantino. Tarantino l'a imploré pendant 15 ans, ça ne marchait pas. Ennio Morricone ne voulait pas composer pour lui. Et du coup, Tarantino allait piocher dans d'anciennes bandes originales de Morricone. L'autre s'en est aperçu, il dit un jour, j'en ai eu marre que Quentin Tarantino utilise n'importe comment mes compositions. Et il a accepté de lui composer quelque chose. Vous lirez ça dans Rolling Stone, dans le papier de Guillaume Florio. Mais alors, le plus drôle, précisément, c'est le papier d'Alex Jaffray, qui raconte comment ça se passe quand on rencontre Ennio Morricone. Et alors là, c'est jubilatoire et désopilant. Je vous ai sélectionné quelques extraits. D'abord, les consignes sont strictes. Lorsque vous arrivez à Rome, chez Ennio Morricone, on doit l'appeler maestro. Petit 2, on n'emploie pas le terme western spaghetti en sa présence. Petit 3, on ne lui parle pas d'entrée de jeu de ses films avec Sergio Leone, ça l'énerve. Petit 4, on ne lui fait pas signer de disque. Commentaire d'Alex, de quoi être tendu en sachant qu'Ennio Morricone est à l'humour ce que Dupont-Aignan est au mariage pour tous. Déjà. Alors, attendez, c'est pas fini. Il est très bon. Alors, après, ils sont à Rome dans l'appartement. Et récit d'Alex, un premier contact sur place à la hauteur de l'appréhension, dit-il. Le manager d'Ennio, une sorte d'Italien échappé des affranchis de Scorsese, te regarde dans les yeux et te dit en anglais, avec un accent plein de R, « Tu sais pourquoi le maestro fait des interviews chez lui ?» Non, monsieur. Alors là, parenthèse d'Alex, il faut toujours être très poli quand un Italien avec des chaussures blanches vous parle. Donc, non, monsieur. Et l'autre, il dit, eh bien, le maestro fait des interviews chez lui. Comme ça, si les questions ne lui plaisent pas, il se lève et il te remercie. C'est énorme. Et alors, il se passe que quand Alex Jaffray l'a rencontré, il n'était pas seul, il y avait aussi une équipe de télé. Et l'équipe de télé arrive, vous savez comment c'est, on sort les valoches, les micros, les potards, comme on dit, l'éclairage. Bon, et les gars commencent à se broncher. Et là, il y a le même Italien, le majordome, le manager, qui arrive, qui dit... Il y a quelques années, les mecs de TF1, alors c'est nos petits camarades de TF1, se sont branchés sur cette prise. Ils ont fait sauter les plombs, on leur a fait un procès. Bon, Ils ont pété les plombs. Il y a toute une ambiance quand on rencontre Ennio Morricone, cette espèce de lieu culte où il compose toutes ces mélodies. Et du coup, le titre de l'article d'Alex est bien trouvé, parce que ça s'appelle Duel. Et là, c'est une tension. Ouais. Voilà, il ne faut pas dire le mot de travers, faire le pas de travers, sinon vous faites virer Manu Militari dans la Qu'est-ce qu'on est seconde. bien ici, hein? Ouais. Ici, on est un peu mieux. On est mieux reçu. Alors, toute autre chose maintenant. Regardez ce tableau. Évidemment, vous le connaissez. Impression soleil levant. Tableau de Monet. Qu'on trouve à Paris au musée Marmottan, mais qu'on va pouvoir voir au Havre. Et ça tombe très bien, parce que c'est là qu'il a été peint. Je rappelle qu'il a été peint en 1872 par Claude Monet et que c'est un lever de soleil sur le port du Havre. Et il sera exposé donc au Havre pour la première fois. Pour la première fois depuis 1872. Pour l'anniversaire de la ville. Exactement, les 500 ans de la ville. Et il sera à 200 mètres de la chambre d'hôtel où, un matin de 1872, Monet s'est mis à la fenêtre en face du port du Havre et a peint ce tableau en une seule séance. D'ailleurs, les experts disent qu'il y a très très peu de peinture dessus. Il a passé, repassé, etc. Alors, et petit article intéressant ce matin dans le Parisien, parce que les reporters du Parisien ont suivi le décrochage de l'œuvre et ont suivi donc les manutentionnaires. Donc, il y en avait 2. D'abord, on leur fait mettre des gants blancs. Alors, ils sont que 2 parce que le tableau fait 50 cm sur 65. Il pèse 4 kg, donc jusque-là, ça va à peu près. Et là, un expert intervient, il a une petite lampe et il va centimètre par centimètre faire valser sa lampe sur tous les détails du tableau. Et dès qu'il voit ou une imperfection ou quelque chose qui retient son attention ou une poussière, il le note au feutre, pas sur le tableau, mais sur de multiples reproductions. Oui, ça, c'est votre truc, ça. Vous voulez faire sur un tableau, dessiner sur une photo. Juste sur les photos. Ouais. Non, et alors, il le fait sur des reproductions A4 du tableau, voilà, parce que quand il reviendra, on verra s'il a été détérioré ou pas. Donc, une liasse de tableaux reproduits, si je puis dire, avec lui, et il note tous les détails. Et ensuite, le tableau est parti. Alors, en camion, en fourgon, en diligence, en je ne sais pas, ça, ils ont mis les journalistes dehors. On ne sait pas comment il est allé au Havre. Mais ça, je pense que les compagnies d'assurance l'avaient demandé. Elles savent, voilà, comme tous ceux qui étaient autour, très discrètement placés pour surveiller l'œuvre. Merci. Qui a déjà été volé une fois.
En On plus, l'avait retrouvé oui, en c'est vrai. Corse. Merci Patrice. On va faire une autre vue. Tout au long de la matinée, vous le savez, on vous tiendra informé sur les suites de la progression de l'ouragan Irma sur l'arc antillais. Julia, vous surfez sur le net en ce moment où, effectivement, la solidarité s'organise en faveur des Antilles. Oui, évidemment. Les équipes de la Croix-Rouge française, entre autres, sont mobilisées, se préparent à porter assistance aux sinistrés. Et la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons cette nuit sur Internet face aux dégâts provoqués à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin notamment, les dégâts matériels très importants. Vous pouvez aller sur cette page directement, soutenir croixrouge.fr ouragan Irma et donner sur la page Internet. C'est évidemment un paiement sécurisé. Allez-y, renseignez-vous sur la page directement. Merci Julia. Et puis dans notre prochain journal, dans moins de 10 minutes, on vous donnera bien sûr les numéros d'urgence pour avoir des informations si toutefois vous avez par exemple de la famille sur Saint-Martin ou sur Saint-Barth.